Bonjour à tous. Bienvenue à notre 5e conférence dans le cadre de la programmation En route vers les 20 ans du campus de l'Université de Montréal en Mauricie. Je me présente, Marie-Hélène Giroir. Je suis la vice-doyenne associée du campus de l'Université de Montréal en Mauricie. Je suis heureuse de vous accueillir à cette rencontre. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone non cédé par voie de traité et je souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. J'exprime mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés d'ici et partout autour du monde. J'aimerais aussi souligner le partenariat avec le CIUS-MCQ qui nous permet de bénéficier des locaux du pavillon d'enseignement pour remplir notre mission et ainsi de vous accueillir ce soir dans cet auditorium. Le campus de l'Université de Montréal en Mauricie a accueilli ses premiers étudiants en 2004. On célébrera donc nos 20 ans lors de la prochaine rentrée académique. En date d'aujourd'hui, 528 personnes ayant fait leur parcours d'études médicales prédoctorales ont été diplômées. Environ 60% de ces derniers ont choisi la médecine de famille et les autres différentes spécialités pour leur programme de résidence. Nos diplômés ayant terminé leur résidence, ayant débuté leur pratique médicale, se retrouvent dans toutes les régions administratives du Québec et en plus grand nombre en Mauricie. Quelques-uns font profiter leurs expertises aux populations de d'autres provinces, comme en Ontario ou en Colombie-Britannique. Nos conférenciers ont été identifiés par nos anciens diplômés comme ayant des parcours inspirants. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Dr. Michael Sautier. Dr. Sautier est un fier diplômé de la cohorte 2012. Il a par la suite complété sa résidence à l'Université de Montréal en pédiatrie. Il a fait une formation complémentaire en soins intensifs pédiatriques et par ailleurs, il a obtenu une maîtrise en bioinformatique clinique à Harvard, puis un PhD à Montréal. Il est actuellement médecin enseignant, professeur adjoint clinique et chercheur clinicien à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Ses travaux de recherche visent à optimiser l'intégration des ressources informatiques pour améliorer les soins aux patients. Je vous laisse découvrir son parcours à travers sa conférence intitulée « Du chocolat au sirop d'érable ». Dr. Sautier, à vous la parole. D'habitude, les gens ils commencent en disant « je suis content d'être ici ». Mais c'est vrai, je suis vraiment, vraiment content d'être ici. Ça fait quelques années, vous allez voir, je vais vous raconter tout ça. Mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez probablement pas encore. Puis je vais juste vous raconter 2-3 choses sur ce que j'ai fait, si par hasard vous pouvez y trouver un écho. On va régler les trucs plates d'abord. Donc pour les conflits d'intérêts, il faut toujours dire ça, j'en ai honnêtement pas, sauf le chocolat, vous allez voir. J'ai un gros conflit que j'assume et que je pense. Pour le reste, je vous parlerai de 2-3 technologies sur la fin ou de 2-3 projets de recherche que je fais, mais pour faire simple, j'ai pas de conflit, pas de part dans aucune entreprise, pas d'action, pas rien. Comme dirait un de mes collègues, j'essaye fort d'en avoir des conflits. J'aimerais bien, mais j'arrive pas, donc j'en ai pas à déclarer. Bon, alors c'est la première fois qu'on me demande de venir parler de ma petite vie. Et donc, on passe un peu une barrière. Et j'avais le même sentiment que quand on est, en général, ado, post-ado, on est dans le bus, et puis là, il y a quelqu'un qui dit « Monsieur, monsieur, monsieur ». Quoi, monsieur? Il est où, monsieur? Ah oui, c'est moi. OK, on passe de l'autre côté. Donc, je pensais pas, mais oui, peut-être que je peux vous raconter 2-3 trucs sur ce qui a été fait. Après, je me suis demandé si, effectivement, j'étais vraiment passé de l'autre bord. Donc, il y a plusieurs éléments, même récents, que, effectivement, donc, déjà, dans l'ordre que j'ai indiqué, avant Internet, oui, c'est possible. Il avait une vie, le monde existait avant Internet, avant tout ce que vous connaissez, TikTok et autres. C'est possible. Rembobiner des cassettes, si le mot cassette ou rembobiner vous dit rien, on s'arrête là tout de suite. Ma fille, ça date d'il n'y a même pas un mois, voulait voir différentes choses. Je lui ai montré un CD parce qu'on était quasiment en stage d'histoire chez mes parents. Il y avait les vinyles avant, mais ça, échec. Les CD, elle n'était pas capable d'ouvrir la boîte du CD. Après le CD, elle ne sait pas quoi en faire. Elle le regarde, c'est joli, il y a un arc-en-ciel, elle ne sait pas qu'il y a de la musique dessus. On l'a mis dans le lecteur CD avec des boutons en dessous. Elle a appuyé sur l'écran. Parce que, je sais pas. Voilà, il y a clairement une séparation qui est faite entre les deux. Tempête de verglas, ça aussi, peut-être qu'une partie de la salle n'était même pas née non plus. Aïe, 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 comme ça. Et puis le pavillon, on me demande si... Oui, je l'ai vu, c'était la moitié de ma formation, mais il était construit quand même quand j'ai terminé. Et puis pour les notes papier dans un dossier,
C'est la plaisanterie parce que ça n'a pas beaucoup changé dans beaucoup d'endroits au Québec. Ça, c'est toujours comme ça. Sauf peut-être Trois-Rivières, qui est assez précurseur, qui avait déjà un dossier électronique quand j'y étais avant. Donc voilà. Début de ma carrière, j'ai eu la chance d'être entouré. J'ai eu un papa qui était assez avant-gardiste, assez pionnier, puis qui avait cru, cette photo date de 1988 environ, et qui avait convaincu ma maman de l'époque, ma maman, virgule, à l'époque, ça n'a pas changé, qui avait convaincu de mettre une grosse somme d'argent dans un ordinateur parce que c'était le début, c'était quelque chose de nouveau et qu'il y croyait, que c'était vraiment, il pensait que c'était l'avenir. Il l'a fait et c'était vraiment quelque chose qui a transformé ma vie. C'est une plaisanterie, mais je veux dire, j'ai grandi dans un milieu où on avait un regard vers l'avenir, puis ça, j'en suis très reconnaissant. Ça, c'est comme les vôtres, hein, d'enfants, petits cousins, nièces, le clavier, il est débranché. Mais moi, j'y croyais fort que je participais. Puis maintenant, il y aura le passage entre les deux, mais maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus autonome et accompli, en tout cas à mes yeux. Pour moi, j'ai un volet d'activité clinique, ça a été dit. Je suis pédiatre aux soins intensifs à Sainte-Justine. Et puis la nuit, sur les temps libres, l'activité de recherche où je me spécialise surtout utiliser le gros des données qu'on collecte aux soins intensifs pour essayer de nous faire une béquille informatique pour prendre des meilleures décisions au bon moment. En résumé, j'ai une famille, je suis en couple, j'ai 4 enfants. La plus vieille a 10 ans. J'arrive encore à avoir quelques loisirs. On peut faire mieux, mais on est capable d'avoir. Et puis, je ne voudrais pas que vous croyiez que tout ça est facile. L'équilibre de vie reste un défi. Je ne suis pas sûr qu'on ne l'ait jamais acquis. Si vous trouvez une solution, dites-moi, je prends. Mais je doute que ça soit jamais acquis. Combat permanent. Quant aux loisirs, en fait, je teste la ventilation mécanique. Donc, premier conseil, ne m'écoutez pas. Soyez prudent quand les gens viennent vous parler un peu de leur vie, surtout quand vous pourriez tenter de faire une comparaison. Surtout si vous voulez dire, il a fait tout ça, ou elle a fait tout ça, ou moi je ne serais pas capable. Si vous voulez aller dans le négatif, ou au contraire, je fais beaucoup mieux, si vous voulez. Mais ça ne sert à rien, là. Il s'écoule quand même quelques années entre vous et moi. J'ai un parcours très certainement différent. Vous avez vécu des tas d'autres choses que j'ai pas vécues. Et puis, l'apparence et le sous l'eau, c'est l'éternel dessin du canard. Là, c'est très dur de penser ou de juger ce qu'il pourrait y avoir en dessous. Donc, prenez-le comme simplement, je vous partage un petit peu ce que j'ai vécu, puis si vous y voyez des bonnes idées, reprenez-le. Si vous voyez des mauvaises idées, partez de l'autre bord, mais ça vous donnera au moins une idée. Donc, je suis né à Lausanne, en Suisse. Vous auriez peut-être perçu que mon accent vient pas tout à fait d'Yamachiche, et je ne l'ai pas perdu, même si j'ai émigré, vous verrez, en cours d'adolescence. La Suisse, c'est un petit pays au milieu de l'Europe. Je vous mets une carte au cas où. La très très large majorité de ce pays, il y a des montagnes, ça c'est comme dans les films, ça c'est vrai. Le reste, par contre, il est dit plat. Il y avait quand même 600 mètres de dénivelé entre mon école et ma maison pour y aller, mais bon, oui, c'est plat. Tout est relatif là-dedans. Et je vivais dans une région au-dessus du lac, qu'on appelle le lac Léman. Une région assez terrible, vraiment paysage horrible, c'était vraiment désagréable. J'avais pas exactement cette vue-là quand même depuis chez moi, parce que c'était des terrains quand même particuliers, mais oui, j'avais une vue sur le lac. Oui, le lac avec les montagnes derrière faisait partie du paysage de là où je suis né et j'ai grandi, et donc, ouais, c'est beau quand même, j'avoue. Alors la météo, c'est rarement ça, hein. Ça, c'est peut-être la seule journée de l'année où il fait beau. D'habitude, il pleut pendant 3 semaines. C'est une autre culture, mais j'avoue que c'est beau. Donc on arrive quand même à une question de... Ah pardon, je voulais parler aussi de ça. C'était que mon école secondaire cégep porte un autre terme, mais on va traduire un peu. Était au bord du lac, et donc mes cours d'éduc, moi c'était du kayak. Ouais, je sais, c'était bien. Voilà, donc voilà, je voulais vous amener à pourquoi. Donc pourquoi? Ça paraît et chocolat quasi à volonté. Donc pourquoi je suis parti? Là, il y a plusieurs raisons. Je suis parti quand j'avais 16 ans et pour résumer, c'était pour le travail de mon père. Il a eu des opportunités ici. Il est aussi dans le domaine médical. Cette partie, je vous la ferai courte. Si vous voulez plus long, on s'en parle si vous voulez après. Mais il a eu des opportunités ici. Ça a été un choix familial. J'ai des frères et sœurs plus jeunes. Et ça a été vraiment une discussion de famille où on y voyait... une opportunité. Je pense que c'est le meilleur terme pour dire, tiens, il y a quelque chose à aller découvrir là-bas, il y a quelque chose à aller faire. Ma famille avait des liens avec le Québec d'avant, on connaissait quand même un peu, on ne se lançait pas totalement à l'inconnu, mais on a le droit de tricher un peu dans certains choix importants, je trouve. Donc on a immigré, 2004.
C'est quand même une grosse année, une immigration. Si certains l'ont déjà vécu, je ne sais pas. Mais même nous qui avons une immigration que je considérais la plus facile possible, c'est-à-dire que c'est une immigration choisie, on était francophone, on avait quelques moyens, pas richissimes, je veux dire, on avait quelques moyens pour se permettre d'immigrer et surtout que ça soit un choix. Même là, à 16 ans, c'est pas facile de perdre tout ce qu'on a connu, de recréer de nouveaux liens, de nouveaux espaces. Mes parents aussi avaient leurs difficultés, mes frères et sœurs, enfin bref, chacun avait son chemin. J'ai essayé d'appliquer au cégep directement parce que quand je comparais les programmes, j'avais fait une bonne partie du programme de secondaire 5. Donc je trouvais logique, comme toujours dans nos vies, on veut aller vite, on veut faire vite, et puis pas perdre de temps. J'ai fait une demande d'application au cégep, j'ai été refusé au cégep. Probablement personne d'entre vous n'a été refusé au cégep, j'espère. C'est quand même assez rare, oui, ils ont, je sais pas, créé une lettre de refus pour moi, mais j'ai été refusé. Bon, un peu déçu, le motif du refus, je l'ai compris plus tard, c'est parce que j'avais pas mon cours d'histoire du Québec et du Canada. Voilà, je l'ai rattrapé après. Donc, je suis allé en secondaire 5, je me suis ennuyé une partie des cours, et puis l'autre partie, j'ai quand même appris plein de choses. Et au début, là, ce que je vais vous dire est hyper cliché, mais c'est ce genre de moment où on dit « Ah, refus, ça ouvre des portes et tout ». Dans ce cas-ci, c'était vrai. Si j'avais été admis au cégep directement, j'aurais certainement pas eu les notes pour passer en médecine après. Donc, vous changez quand même pas mal de parcours possibles, enfin, quelques hypothèses dans ma vie future. Donc oui, dans ce cas-ci, cet échec-là, tout est relatif avec la distance, mais cet échec-là m'a été bénéfique, certainement. Secondaire 5, j'étais au Collège Charlemagne, pour ceux qui veulent les détails. J'ai passé un an là-bas, ça s'est bien passé. Ah oui, puis l'autre découverte, que pour vous est peut-être banale, les autobus jaunes, il n'y en a pas en Europe. Il y a d'autres autobus, mais il n'y a pas les fameux autobus jaunes que pour nous, on voit que dans les films. Et quand vous arrivez en secondaire 5, que ça fait 4 ans que tout le monde se connaît, qu'on monte dans l'autobus, qui est pratiquement le dernier arrêt du parcours où tout le monde se connaît, ben c'est vraiment comme dans Forrest Gump, tout le monde me regarde, il n'y a pas de place. Petit moment agréable de début d'année pour s'adapter. On passe par-dessus, puis après, ça va. Les cafétérias, il n'y en a pas non plus comme ça avec les plateaux. Bon. Autre moment d'adaptation, il faut se trouver une place, tout le monde se connaît. Mais ça passe, en quelques mois, ça reste des gens qui ont été très accueillants, puis une raison de plus c'était une bonne chose d'être allé en secondaire 5 pour moi, ça m'a donné du temps pour m'adapter, pour me rattraper. Après, cégep, dans mon petit Rive-Sud, parce que c'était proche de chez moi, j'étais content. Ah, il y en a qui se reconnaissent. C'est très bien, très bien. Là, ma première découverte, ça a été la côte R. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en dehors du Québec, je pense. Ça n'existe pas vraiment ailleurs. Déjà, la côte Z, c'est un truc assez réfléchi quand même. Mais la côte R, c'est encore aujourd'hui, hein, j'admire les mathématiques derrière la côte R. On peut critiquer la qualité de la sélection, ça c'est un volet séparé, mais la côte R a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais moi, j'y connaissais rien. J'ai fait mon premier semestre comme ça, puis après, j'avais déjà un intérêt pour la médecine, mais disons que je l'ai appris un peu tard. On me dit, ah, ok, il y a un truc à faire. On va pédaler un peu pour essayer de rattraper. J'ai fait mes demandes d'admission en médecine et puis pour les anecdotes, j'ai rencontré celle qui serait plus tard mon épouse. On était dans le même groupe d'entrevue. Alors moi, je me souviens très très bien d'elle en bien. Elle se souvient de moi. Et voilà. Mais après, on s'est retrouvés. Elle était aussi à Trois-Rivières, puis on était dans la même cohorte pour la suite, mais c'était le hasard. On était dans le même groupe d'entrevue. Quand on fait les demandes d'admission, à cette époque-là, il y avait un formulaire, il y avait une petite case en bas qui disait en gros « OK pour la Mauricie ». Je vais être très honnête avec vous, je ne m'en souviens pas trop aujourd'hui. Je me souviens d'une autre université québécoise qui avait un campus délocalisé, qui faisait de la publicité un peu plus à ce moment-là. Donc quand j'ai eu le courriel, après avoir été accepté dans mon autre programme, vraiment à la toute fin de l'été, ma première pensée, c'était que je m'en allais à Saguenay, parce que je n'avais pas fait le lien entre les deux. Puis le courriel d'acceptation disait « Vous êtes accepté en Mauricie ». Ça ne disait pas Trois-Rivières, ça ne disait pas autre élément géographique qui m'aurait donné un petit coup de main. Je n'étais peut-être pas top non plus sur la géographie. Donc je ne savais pas où était la Mauricie, pour être très honnête, au tout début. C'est pas grave, je dis oui quand même. Mais la carte, on s'est retrouvés. Vous vous en doutez, si je suis là, j'ai aucun regret. Ça a été un moment extraordinaire de ma vie. J'en suis particulièrement fier d'être passé par là et d'avoir été entouré par tout le monde qui est encore là pour construire et faire vivre ce projet. À mon époque, on était quand même une plus petite cohorte, on était 32, j'ai appris que vous êtes pas mal plus aujourd'hui par année. En fait, on était même 24 en pré-med et puis on en rajoutait d'autres, 32 qu'on a accepté quand même. Pour aller. La quatrième cohorte, je considère, si on regarde de loin la meilleure, évidemment, parce que de tous les conférenciers que vous avez eus, la moitié viennent de cette cohorte, non, à peu près. Au moins. Ouais, là, vous reconnaîtrez probablement 2-3 personnes là-dedans.
Comme formation, donc j'ai fait les 5 ans ici. Il y avait énormément de souvenirs, photos. J'en ai retrouvé plein. Puis après, en discutant, on m'a dit que la conférence était enregistrée, rediffusée. Bon, on va couper sur les anecdotes et les photos. Si vous voulez, on pourra s'en parler après. J'en ai quand même quelques-unes. Le pavillon, comme je vous ai dit, on était à l'UQTR au début, on était dans l'hôpital au tout début, puis après ils l'ont construit. Il y avait le centre de simulation qui était, que probablement pour vous est une banalité ou tout à fait normal, mais c'était quand même dans de l'innovation au début quand ça a été fait. Même de mémoire, il a été prêt juste avant celui de Montréal, si je me souviens bien. C'est un élément absolument essentiel à l'enseignement, mais ça a pris des gens qui y croyaient fort de dire oui, on va réserver un étage au complet pour ça, puis on va mettre plein de gens, on va se former là-dedans, on va faire des scénarios, on va mettre beaucoup d'énergie. C'est dur la simulation à faire. Peut-être pour vous c'est normal, mais ça a été le fruit d'énormément de travail de gens ici qui ont cru, pour l'ensemble d'ailleurs du projet. La visioconférence, ça marche mieux aujourd'hui ou... Ouais. Non, toujours pas. Il y a toujours le Pontellus ou... Ça reste. Donc bien avant qu'il y ait une petite pandémie et que les technologies de visioconférence se développent, il y avait déjà ça qui passait par des technologies un petit peu plus ancestrales. Et de temps en temps, ça coupait. Alors quand ça coupait 15 minutes avant la fin, bye. Mais il y avait quand même pas mal d'interruptions. Mais c'était déjà bien avant le télétravail et tout ce qu'on connaît. Et les expressions de « et vous en région, avez-vous des questions ?» elles restent dans le langage. Même pour des gens que je côtoie maintenant où il n'y a plus de... Ça reste. Donc il y avait déjà ce début-là. Oui, je voulais souligner encore, je l'avais dit avant, mais pour l'équipe, ça ne se fait pas tout seul, un pavillon comme ça. Ça s'est fait parce qu'il y a eu énormément de gens qui y ont cru. Alors, vous pouvez peut-être penser à l'administration ou à l'université qui a soutenu le projet, mais il y a d'autres personnes qu'il ne faut pas oublier. Il y avait la population, quand on venait, on leur dit « Bonjour, je peux me pratiquer sur vous ?» « Ouais, avec plaisir. » Okay. Ça a été un accueil incroyable. Il y a eu un mouvement dans l'ensemble de la région, autant Shawinigan qu'ici. Il y a eu un mouvement complet pour dire, ouais, on a compris qu'il y a un gros déficit médical au sens très large, et c'est le projet sur long terme pour repeupler, le terme peut-être pas idéal, mais pour convaincre et le faire de la bonne façon, entre guillemets, pour recruter. Donc, moi, j'ai senti en tout cas un support à toutes les spécialités, partout, les accouchements, la psychiatrie, partout il y a eu vraiment un excellent support pour que ce rêve, qui peut-être pour vous est normal, existe, et pas du tout remis en cause, mais existe. Beaucoup de gens se sont battus au début pour que ça soit là. Après, on arrive à Crimes. Je me suis dit que j'allais glisser deux, trois conseils, parce que c'est des discussions que j'ai fréquemment avec les externes quand ils sont en stage pour qu'est-ce qu'il faut faire pour Crimes. Alors, j'ai peut-être un avis pas forcément partagé par l'université, mais c'est pas grave, je défends mon avis. Première chose, le match en couple, moi je l'ai fait. Beaucoup de gens pensent que ça diminue vos chances, ça diminue pas du tout vos chances, c'est juste ça vous force à prioriser ce que vous voulez. Donc ça vous donne une opportunité pour faire un classement qui est un peu différent. Mais non, vous n'avez pas plus ou moins de chances, c'est juste que vous avez un ranking différent avec plus de combinaisons possibles. Vous pourriez faire un anti-match si vous voulez, être à l'opposé, mais vous avez droit à ces différentes possibilités. Et vous devrez décider avec un troisième paramètre, non plus spécialité et lieu, mais spécialité, lieu et combinaison avec une autre personne. Et que, si vous êtes bien clair dans votre tête, dans vos priorités, je pense que c'est un plus. L'exercice d'introspection, il vient directement avec ce que je viens de vous dire. Donc, je pense c'est difficile de savoir ce qu'on veut vraiment. Il y a ce qu'on croit qu'on veut, il y a ce qu'on projette qu'on veut, il y a ce qu'on espère être capable. Le choix d'une spécialité, c'est un énorme stress, puis c'est vrai que ça a des répercussions sur beaucoup quand même, on ne va pas le nier, mais il y a pas mal de chemins qui vous permettront d'être heureux puis de faire vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Et le seul conseil que je pourrais vous donner pour quand même, c'est soyez vraiment au clair de ce que vous voulez comme priorité. Parce que si vous voulez absolument une spécialité, à ce moment-là, soyez prêt à bouger, soyez prêt à aller ailleurs, puis vous avez des bonnes chances d'être capable de la faire. Si vous voulez absolument un lieu, il y a des compromis à faire. La plupart des gens sont satisfaits dans leur spécialité s'ils s'organisent et qu'ils se prennent un peu à l'avance, qu'ils ont des conseils. J'ai pas dit tout le monde va l'avoir, j'ai dit il y a quand même il y a certainement moyen d'être heureux à la fin, ça, je suis convaincu, mais il y a moyen aussi de s'organiser et puis d'être, vous regardez dans le miroir. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Là, moi, je peux pas, personne ne va juger de ça en entrevue. Si vous mentez et que vous arrivez à passer, tant mieux pour vous, mais vous serez malheureux derrière. Donc, essayez de le faire au mieux. Sur CanMeds, des fois je vois des gens qui veulent faire de la recherche avec moi entre autres, et puis là ils veulent publier plein d'articles. C'est bien d'avoir une vision globale des pétales,
Donc là j'écris demi-pétale, mais c'est bien de couvrir, c'est bien d'être des gens accomplis, enfin globaux sur l'ensemble. Ça aura plus de valeur que si vous avez 3 PhD dans un domaine, puis rien du tout ailleurs, ça va vous nuire probablement plus. Disons qu'il y a une saturation, on va dire, dans chaque domaine. Les stages à l'extérieur, la mobilité, ça revient avec la résilience que je vous disais en 1, mais ça va aussi vous apporter une certaine vision, parce que en entrevue ou équivalent d'entrevue, ou peu importe le processus de sélection que vous aurez à faire à un moment donné, ce qui nous intéresse, c'est votre avis, c'est qu'est-ce que vous voyez dans la spécialité que vous voulez faire. Puis si vous arrivez de là avec une vision qui est nourrie par vos stages, vous avez vu d'autres choses à l'extérieur, vous serez beaucoup plus crédible et beaucoup plus intéressant comme candidat, je pense. Donc ça va vous aider de bouger un peu. Ça aide aussi pour certaines universités au Canada un petit peu plus select, qui aiment bien les gens qui sont venus chez eux, pas donner de nom, mais dans certaines universités, vous avez plutôt intérêt à être allé aussi, d'avoir, voyager un petit peu, ce sera pour vous. L'authenticité, la vision, ça revient un petit peu à ce que je vous dis. Si vous mentez et qu'on ne le sait pas, tant mieux pour vous, je sais pas, tant pis à un moment donné, mais si on le sait, c'est vraiment pas bon. Donc ça, on a besoin d'entendre que ça résonne chez vous dans ce que vous nous racontez. Puis les lettres de référence, contrairement à la croyance, c'est pas très utile en fait pour la sélection, sauf si elle est mauvaise. Ça, oui, ça c'est très, très utile. Mais en dehors de ça, les lettres sont encore plus avec ChatGPT, sont assez redondantes à lire et sont toutes, en général, toutes merveilleuses. Donc, je ne vous dis pas de ne pas faire attention aux lettres, je vous dis juste que moi, je trouve que moi, j'avais mis beaucoup d'emphase sur les lettres et puis c'est peut-être pas ce qui est le plus... c'est pas aussi utile que le reste de votre dossier ou comment vous approchez la question. Mais je reconnais le stress à demander. Donc voilà, je vous ai glissé juste 2-3 conseils sur le CARMS. Je n'ai pas de leçon à donner, j'en ai fait que 2 des CARMS dans ma vie, parce qu'on recommence après en pédiatrie pour la suite. Après, j'ai quitté Trois-Rivières pour retourner à Montréal, faire la résidence. Là, la résidence, à cette époque, était divisée en 2 parties. Il y avait le tronc commun de 3 ans, qui va être allongé à 4, si ce n'est pas déjà fait là cette année, ou très fortement recommandé. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou très fortement recommandé, mais la pédiatrie, quand on commence, j'avais été bien formé ici. Comme l'ensemble des spécialités, j'avais pu voir vraiment de tout, et puis d'avoir une base pour pouvoir approcher chaque problème. Puis là, on passe dans l'approfondissement, puis on va chercher des maladies ou des présentations un peu plus rares. Puis c'est le but de la résidence, c'était d'aller là. Donc quand on commence en première année, on fait de la néonate, matin, midi, soir, beaucoup. Et puis là-dedans, on découvre plein de choses. 2 principes que je voulais vous transmettre. Petit patient, gros problème, ça c'est vrai, c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est vrai aux soins intensifs. Il n'y a personne qui se réjouit de la crevette de 3 kilos, déshydratée, c'est toujours, tout est plus dur quand c'est petit. L'ensemble, je pensais, mais il n'y a rien qui est plus facile. Donc la taille des patients en pédiatrie, c'est toujours un défi. Et puis, l'autre élément, c'est le sommeil, mais ça, c'est pas propre à la pédiatrie. Il y aura pas mal de résidences dans lesquelles il y en a un petit peu moins quand même, un petit peu. Les 3 ans de tronc commun, là, il y avait un autre échec que je peux partager, le LMCC2, je ne sais même pas s'il existe encore, là, ça change. Ils ont bien fait, voilà, je trouve que, définitivement. Tout à l'heure, je vous disais que quand on a un échec, ça ouvre des portes, etc. Là, non. Donc, je suis pas... Là, j'étais mal préparé, c'est un échec. Voilà, j'ai dû le reprendre, je n'ai pas réussi à trouver aujourd'hui un bénéfice. Voilà, c'est tout. J'ai rien à dire de plus. Peut-être que le fait de le repasser une 2e fois, j'ai sûrement dû apprendre plus de choses, mais non, sur ce coup-ci, il n'y a rien à en tirer. Le choix de la surspécialité, donc c'est un peu le même mécanisme que pour CARMS. En pédiatrie, c'est 2 nouveaux CARMS, mais c'est la même démarche où vous devez avoir une réflexion si vous voulez aller dans un domaine plus précis. En pédiatrie, c'est le même système que la médecine interne, donc c'est une approche assez générale. Ensuite, vous pouvez aller dans une spécialité, moi je les divise en de population ou d'organes. Moi, j'ai toujours été plus intéressé par les spécialités de population. Ça me motive plus. Il n'y a pas de vrai ou faux. C'était mon choix. Puis là-dedans, mes 3 options, c'était la pédiatrie générale, la néonatologie ou les soins intensifs. Pédiatrique, c'est pas un choix forcément facile, mais ce qui m'a fait porter plus pour les soins intensifs, c'est qu'à la base, je suis quand même un geek. Il y a de la technologie. J'aimais l'interaction des différents systèmes. Ce que j'aime le plus des soins intensifs, c'est justement de pouvoir mettre ensemble tout ce qui interagit ensemble. Et j'avais eu la chance de faire un stage aux soins intensifs adultes quelques temps avant, de 3 jours, un contact, j'avoue, mais j'avais pu faire un stage. Moi, j'étais sûr que c'était vraiment comme dans les films, là, ça allait coder toutes les 10 minutes, et ça m'intéressait pas particulièrement. Puis en arrivant là-bas, c'était le calme. C'était calme, les soins intensifs. Il y a des alarmes, mais les gens courent pas. On anticipe. J'avais été vraiment impressionné par cet aspect analytique des soins intensifs.
où on met tous les éléments ensemble pour arriver à une conclusion. Là, ça m'a beaucoup intéressé d'aller vers ça. Puis j'aimais la population pédiatrique, donc A plus B, bon, c'était un peu plus simple. Le problème, c'est que dans ce domaine-là, il n'y avait pas de poste en soins intensifs pédiatriques. Je ne peux pas dire qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Mais le fait de pouvoir déjà de rentrer dans la spécialité, c'était un défi. Et puis ensuite, d'avoir un poste après, c'était un deuxième défi. Donc une des seules, en discutant avec mes collègues actuels, c'est une des seules options qu'il y avait, c'était de passer par la recherche, où j'en avais pas compris les mécanismes, mais il y avait moyen d'être hors PEM quand on est clinicien-chercheur, enregistré, subventionné. Enfin, il y a un mécanisme particulier qu'on m'avait pas dit, mais en gros, on m'avait dit si tu fais de la recherche, il y avait moyen de pouvoir d'être hors PEM en quelque sorte. Ça solutionnait pas l'acceptation pour la formation, mais ça solutionnait l'étape d'après. Donc je me suis intéressé un petit peu plus à la recherche en me disant peut-être que ça pourrait combler tous ces nombreux temps libres qu'on a. L'autre élément, c'était qu'il y avait une étude en 2012 sortie, une brillante étude, la meilleure étude jamais faite, clairement en haut de la liste. Vous l'avez déjà vu passer? C'est bien. Donc l'auteur est suisse, peut-être ça peut jouer, je ne sais pas, qui montrait un lien causal carrément entre la consommation de chocolat, non, c'est un lien associatif, entre la consommation de chocolat moyen dans une population et le nombre de prix Nobel moyen dans la population. Et une corrélation très très forte entre les deux, à part les Suédois, mais c'est eux qui ont inventé le prix Nobel, donc moi je pense que là, bon, la corrélation est très forte. Et quand vous mettez ça, vous vous retrouvez que la Suisse, vous regardez les chiffres, ça fait 12 kilos en moyenne par personne par année. Ça, si vous faites des petites maths, on arrive à 2 tablettes et demie par semaine par personne. Bon, j'ai déjà été là, mais pas tout le temps quand même. Ça fait quand même beaucoup de chocolat. Alors le chocolat gelé, le prix Nobel, non, mais continue, hein, persévère, on y va chaque année, un petit peu. Je vous amène sur un autre aspect. Je travaille quand même passablement avec les données en ce moment, et puis ne pas confondre les corrélations et les causalités, c'est un élément important. Il y a un site web assez connu, en tout cas dans le domaine pour ça, qui sont des corrélations fallacieuses. Il y en a plein, j'ai pris les 2 dernières qu'il y a en ce moment. C'est troublant, mais il faut être capable d'aller un petit peu au-delà d'une analyse juste du graphique, sinon vous vous retrouvez dans une analyse populaire médias sociaux. Et on peut faire un petit peu mieux que ça. J'ai mis 2 exemples que je trouvais amusants. Oui, les associations, il y en a plein, et elles peuvent être, la plupart en tout cas, sont pas forcément causales, certainement pas causales. L'autre façon de le voir, c'est celui-là. Ça traîne sur les médias sociaux, entre l'association et la causalité. Il y a des éléments clairs pour déterminer une causalité, mais c'est pas... Qu'il y ait une forte association, c'est un super début, on est content, on va creuser un petit peu, mais après, il y a quand même d'autres règles pour cet élément. Petite pointe pour aiguiser votre curiosité scientifique. Donc, début de R2, c'est là où j'ai commencé la recherche, parce que s'en venaient les spécialisations. Je connaissais déjà Dr Jouvet un petit peu, pour ceux qui l'ont déjà croisé, je ne sais pas, au soins intensifs chez nous, qui faisait beaucoup de recherche en respiratoire, et puis qui avait un intérêt pour l'informatique, mais qui n'avait pas bâti autant que ce qu'on connaît aujourd'hui de ça. Moi, j'avais un intérêt pour les deux, donc j'ai littéralement cogné à sa porte, et puis je suis allé discuter, et il lui dit toujours oui, il a toujours un projet disponible. J'ai pris le projet, je me suis embarqué. Ça a complètement changé la suite. Donc, j'ai pris un parcours de recherche qui occupe plus de la moitié de mon temps maintenant, donc ça a été vraiment un élément déterminant avec un simple cognage de porte. Je suis aussi très très bien tombé, ça a été un mentor pour toute ma formation. Il est encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui qui tire vers l'avant, qui maximise le potentiel de chacun. Donc si vous avez la chance de rencontrer des gens comme ça autour de vous pour votre parcours, je parle de recherche, mais ça peut être n'importe quoi, profitez-en, parce que c'est ça qui vous permettra d'aller plus haut, et redonnez-le non pas à cette personne, mais au suivant, comme on dit. Et puis la deuxième partie du R2, c'était le premier bébé. C'était nouveau. Sainte-Justine avait déjà connu des congés maternité. Congés paternité, par contre, ils ont dû chercher un petit peu dans les règles, parce que ça, il n'y en avait pas eu beaucoup avant moi. Mais ils ont trouvé. Et là, j'ai fait l'erreur de tous les parents, c'est-à-dire je vais régler tous mes trucs en retard pendant le congé. Oubliez ça. Non, c'est complètement faux. Il n'y aura pas de temps. Après, je transfère aux soins intensifs. Et là, ça devient un petit peu moins rose quand même. Ça s'accélère et ça se surcharge. Le R4, j'avais discuté avec la directrice de programme, puis j'avais eu un programme un peu plus personnalisé pour cette année-là. On essayait une nouvelle formule. Aux soins intensifs, il y avait le programme de clinicien-chercheur où on fait une maîtrise en même temps qu'on
qu'on fait le programme. Il y avait plein d'avantages, il y a toujours plein d'avantages à faire ça, puis toujours dans la philosophie de vouloir aller plus vite et de réunir et de concentrer les années. On avait décidé de faire tout la première année et de pouvoir faire la maîtrise à temps plein, ce qui m'a donné le droit de faire ce qu'on appelle un passage direct au doctorat. Donc j'ai fait une année de maîtrise de cours, puis après j'ai abandonné. Ils m'ont donné le droit d'aller au doctorat directement après cette année-là. La petite erreur de calcul, c'est qu'il y avait d'autres choses dans l'année à faire. Et ça a été la première année qu'on a fait ça, ça a aussi été la dernière année qu'on a fait ça. C'est vraiment, vraiment passé à un cheveu que je m'écrase et qu'il n'y ait plus rien qui passe là. C'est trop dans une année de gérer un nouveau programme, un collège royal, après un bébé aussi. Au cas où vous demandez, c'était désiré, choisi, le bébé, c'est pas stupide, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'était quand même choisi. Mais ça chargeait un petit peu beaucoup cette année-là. Et puis c'est donc pas une recommandation de toujours aller plus vite, même si je l'ai fait, mais peut-être une année de plus à certains moments, ça peut vraiment valoir la peine. Même si je suis content du parcours, mais une année de plus avec le recul n'aurait rien changé sur la réussite globale et puis aurait quand même augmenté ma marge d'erreur ou ma marge de risque à ce moment-ci. J'ai eu plein de supports, j'ai une famille, j'ai des amis, ma conjointe de l'époque, donc tous ces mécanismes-là m'ont permis de passer au travers, mais si par hasard quelqu'un les a pas, je pense pas que ça aurait passé à ce moment-là. Ça a bien été. Après, quand on finit les 3 ans, on est obligé de partir, il faut aller à l'extérieur pour ramener quelque chose, oxygéner un petit peu quand on veut travailler là. Moi, j'ai choisi les soins intensifs, donc j'aurais bien travaillé ailleurs. Je ne cherchais pas les milieux académiques ou de ville particulièrement, mais pour ma discipline, c'était la seule option possible. Les adultes ont des soins intensifs de différents grades où ils peuvent aller dans différentes tailles de villes. Nous non. Donc, j'avais pas le choix en fait de suivre ce parcours-là ou d'arrêter complètement. Et puis à ce moment-là, d'aller en pédiatrie générale où j'aurais pu travailler dans d'autres endroits. Puis moi, j'ai continué mon intérêt donc pour les données. J'aimais particulièrement l'informatique, c'était surtout un hobby avant, puis là je suis allé me former pour vrai. Donc là j'ai pris des cours, j'ai appris beaucoup de choses sur les statistiques. J'ai compris en fait après mon 6 ou 7e cours de statistiques comment ça marche les statistiques. Il m'a fallu pas mal de cours pour y arriver, mais j'y suis arrivé. Et puis les données, la programmation, l'intelligence artificielle, les différents modèles, l'utilisation des dossiers électroniques, l'utilisation de l'informatique en général dans le domaine médical. Ça a été extrêmement riche ces 2 ans. J'ai aussi fait ça c'était le volet des cours, il y a eu le volet de recherche où j'ai fait l'équivalent d'un postdoc, mais dans le cadre d'un hôpital avec différentes recherches. Donc, ça a été super intéressant au plan professionnel. Au plan personnel, j'ai amené mes enfants qui savaient compter jusqu'à 10 en anglais quand je les ai mis à l'école là-bas. Et puis aujourd'hui, ils me corrigent, donc c'est un net gain. Mais ils ont travaillé fort aussi, ils se sont investis là-dedans. Je pense qu'on a essayé que tout le monde y retire son compte. C'est mon 2e fellowship, je ne l'ai pas dit, mais j'en avais eu un quand j'étais petit avec mon père. Puis ça, c'est peut-être un message, si jamais vous devez voyager à un moment donné, surtout si vous voyagez seul, pas de problème. Si vous voyagez avec d'autres personnes qui vous accompagnent, pour que le voyage soit un succès, c'est une grosse épreuve d'aller dans un autre pays et de revenir. Pour que ça soit un succès, il faut que tous les membres de la famille ou du groupe y trouvent leur compte. Faites ce que vous voulez comme effort, c'est n'importe quoi, des cours de peinture, c'est pas important, mais il faut que tout le monde en retire quelque chose personnellement. Ce sera mon conseil pour vous si vous le vivez. Ça va être dur, mais ça marchera et tout le monde aura une belle étape de vie à ce moment-là. Ils vous s'en souviendront, c'est sûr, peu importe l'âge. 2020, début de pratique. Alors ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, début de pratique aux soins intensifs. Donc il s'est passé un truc début 2020. Moi, j'étais revenu en février faire ma présentation janvier-février faire ma présentation de recrutement à Sainte-Justine. J'expliquais le parcours. C'est la dernière fois que j'ai pris l'avion. Après, ça a été un petit peu arrêté pour longtemps. Et puis, en mars, tout ferme. Le 13 mars, pour être précis. Moi, je finissais en juillet pour rentrer. Puis, ça commence avec, comme tout le monde, un peu mineur. C'est pas trop grave. Mais pas longtemps après, mes collègues me rappellent, je cite, « Ça va être une bérésina, rentre ». Ok, j'avais pas prévu rentrer, donc on avait des jeunes enfants, on a pacté le camion là, puis on est rentré rapidement au milieu de la pandémie, à la frontière, c'est très agréable, seul avec le camion, les enfants, top moment, des bons souvenirs, le douanier, pourquoi vous rentrez? Parce que faut rentrer. Et je pensais être vraiment utile, là on avait développé plein de protocoles aux soins intensifs pédiatriques, on se préparait à admettre
a triplé notre nombre d'admissions et de patients ventilés. On s'est vraiment préparé. Notre vague à nous n'a pas été à ce moment-là. Notre vague à nous a été 1 an et demi plus tard. Et moi, j'ai été complètement inutile. Je suis resté à la maison, j'ai fini mes cours, ma maîtrise. C'est ma conjointe qui était médecin de famille, nettement plus utile que moi. Elle a pu être... elle est allée dans les CHSLD. Elle a été au front. Et elle a eu ses difficultés, mais elle l'a très bien fait. Moi, je m'occupais des enfants à la maison. Pas facile, l'école à la maison, travailler, les enfants, c'était une découverte. On valorise les professeurs, hein, c'est un métier particulier, professeur, et ça ne se reproduit pas comme ça, à la maison. Je finis... le soutien aux équipes, c'est un message peut-être évident, mais j'ai eu un groupe début de pratique, ça s'est bien passé. C'était lourd, il y avait plein de facteurs stressants externes, mais si ça s'est bien passé, c'est en très grande partie parce que l'équipe que j'ai encore aujourd'hui là, est vraiment merveilleuse. C'est une équipe incroyable en termes de support, de toutes les tranches d'âge, d'expérience, de partage et de collaboration. Encore aujourd'hui, je la défends, j'ai beaucoup de chance d'être là-dedans. Et si vous pouvez trouver des équipes qui sont comme ça, où vous faites partie d'un tout, c'est le nec plus ultra. Là. Vous serez forcément heureux là-dedans. En 2021, je finis mon doctorat. C'est horrible les doctorats, c'est marqué partout, mais c'est vrai que c'est horrible, c'est dur à finir. Moi, j'ai commencé en disant, je suis organisé, oui, je suis organisé, mais je veux dire, ça reste, la fin est difficile. Il faut sortir des articles, il faut écrire, fichu thèse. Il faut vraiment aller au bout d'un projet, et ça se fait. Je pense que comme beaucoup de choses en médecine, il n'y a pas besoin d'être incroyablement intelligent pour le faire, mais ça prend une persévérance particulière d'aller jusqu'au bout et de défendre son point, enfin d'aller au bout du projet. Donc les PhD, si vous voulez vraiment faire de la recherche, allez-y là-dedans, mais sinon c'est quand même dur sur la fin à finir, je pense. Mais faisable. Puis après, quand on a ça, il faut développer son programme de recherche. Donc quand on arrive, c'est moi qui dois aller demander des fonds maintenant, puis c'est moi qui dois trouver des étudiants, qui doit leur donner des questions de recherche, qui doit les encadrer, les corriger. Donc, il faut bâtir, il faut avoir une idée, il faut se détacher de son superviseur. C'est pas facile puisqu'on fait ce qu'il nous a toujours montré. Donc là aussi, il y a plein de défis, peut-être un petit peu loin, mais c'est quand même la suite quand vous allez là-dedans. Je voulais vous montrer quelques projets, puis j'arrivais tranquillement au bout de ma courte vie. Là. Je sais que c'est une biographie, mais on y arrive. C'est 2-3 projets qu'on fait aux soins intensifs. Là, j'ai collaboré sur tous ceux que vous voyez. Je n'ai pas forcément été en première ligne, mais sur la très large majorité, j'ai participé. Il me reste encore du temps pour vous parler de ça et puis pour des questions si vous en avez. Donc, je le prends. On a une structure qu'on a appelée un regroupement en intelligence artificielle chez l'enfant. C'est comme son nom l'indique, on est regroupé de différents chercheurs. Il y a des fondamentalistes et puis il y a des cliniciens. Et il y a 2-3 personnes qui sont entre les deux. Là. On n'est pas beaucoup, mais on essaye d'unir les deux mondes pour que les projets puissent avoir lieu. Les informaticiens ne comprennent pas trop de choses à la physiologie et je vous garantis que les cliniciens ne sont pas top en informatique. Donc quand on met les deux ensemble, il faut être capable de faire naître ces projets. C'est des technologies qui nécessitent cette collaboration-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est réunis. Mon thème principal, c'est sur l'hypoxémie. J'essaye de diagnostiquer ça en continu, de façon automatique, de le stratifier, d'établir la gravité, et puis à partir de ça, de pouvoir avoir des règles de décision ou des programmes qui puissent nous épauler un peu. Donc pour l'hypoxémie, il y a 2 solutions. Il y a le gaz artériel, où il y a la mesure de la saturométrie pulsée. Le gaz artériel, l'étalon d'or, donc c'est forcément meilleur, c'est plus précis, c'est génial, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas facile de mettre une canule artérielle chez un nouveau-né. Même quand vous avez une canule artérielle chez un nouveau-né, il faut demander le gaz en lui-même, vous pouvez pas l'avoir en continu chez l'enfant. Donc il y a une action en dépistage, si ça marche pas, vous devez demander l'action pour que ça ait lieu. Donc on se rabat sur la saturométrie. La saturométrie fonctionne bien, mais pas en haut de 97 où elle perd beaucoup en précision. Et c'est là-dedans qu'on a le plus de valeur. Donc on se retrouve un petit peu entre les deux comme problème. Donc le gros de mon travail était d'essayer d'améliorer cette partie-là. Ça, c'était pour mon doctorat. Est-ce que c'est un problème? Quand on prend le syndrome de détresse respiratoire aiguë, pour faire simple, on n'est pas bon pour le diagnostiquer. On le diagnostique mal et en retard. Et aussi sur les lignes de conduite, toutes les études adultes, enfants, on n'est pas terrible non plus pour les appliquer. C'est un peu noir comme portrait, mais il y a vraiment place à ce qu'on ajoute, ce qu'on appelle des systèmes d'aide à la décision. Donc, c'est une grande famille de programmes, c'est pas nouveau, ça date pas de ChatGPT, c'est vraiment d'avant comme informatique, c'est vraiment des béquilles. C'est que vous avez des programmes qui filtrent l'information puis qui vous envoient une forme de rappel, d'une façon ou d'une autre, vous êtes notifié.
pour vous dire « Hey, le guideline super bon, il vous dit de prendre le deuxième choix alors que tu n'as rien fait ». C'est pas parfait comme système, il y a plein de limites, mais ça marche quand même. Quand vous l'appliquez dans une question qui est propre, ça marche. Ça, c'était une méta-analyse qui montrait que quand vous choisissez bien votre question, les systèmes d'aide améliorent. C'est sûr, vous avez un indicateur de santé, vous le faites à moitié, vous prenez un programme qui vous améliore cet indicateur, que vous évaluez avec le même indicateur. Donc c'est sûr que ça améliore. C'est juste, c'est pas la solution à tous les problèmes, mais quand vous avez un problème bien défini, ça fonctionne bien, les systèmes d'aide. On peut le... coucou pédiatrie. Pédiatrie gagne sur les systèmes d'aide, en grande partie parce que nous, nos prescriptions sont compliquées, les doses changent tout le temps, et puis parce que les vaccins, c'est l'enfer. Et donc, c'est les deux systèmes d'aide les plus fréquemment utilisés où on rattrape nos erreurs avec un petit coup de pouce là, sur les médicaments et les doses. Donc, c'est une version résumée, mais c'est pour vous dire que ça vaut la peine, les systèmes d'aide. C'est la même chose dans le domaine respiratoire, il en existe plein. Mais maintenant, pourquoi on ne les a pas ? Je viens de vous dire 4 diapos que ça marche, puis vous n'en avez jamais vu dans vos stages, j'imagine, parce qu'il n'y en a à peu près aucun en production. Le problème, c'est qu'il y a des grosses barrières. Puis ça, c'est un message général sur tous les médias qu'on voit, où vous voyez que l'informatique, c'est pour demain matin, ça va solutionner tous nos problèmes. Oui, ça va en solutionner quelques-uns, mais il y a d'énormes barrières sur les données qu'on a. Une des premières barrières, c'est que les données, vous ne les avez pas. Donc, chez nous, on a réussi à les connecter, mais il y a très peu d'unités où les différents appareils sont reliés. Tout simplement, l'urgence, un bon exemple. Vous branchez différents appareils. Le seul point central, c'est le clinicien, la clinicienne, le médecin, peu importe le rôle, mais qui met ces informations ensemble. Les pompes ne se parlent pas. Donc, puisque vous n'avez pas ces données-là, c'est quand même un gros problème pour que ça parte. Même quand vous avez les données, nos enfants, ils arrachent leur saturomètre de temps en temps. Donc, voilà, tu as toujours un signal, mais est-ce qu'il est encore fiable, est-ce qu'il ne l'est pas? Ça, le moniteur, il ne le sait pas. Fait qu'on a des données qui sont de mauvaise qualité, on a des mouvements, et ça, il faut que le système soit capable de le reconnaître. Je vous l'ai dit avant, mais les machines A ne parlent pas à B pour une raison simple, c'est qu'au niveau économique, ce n'est pas toujours intéressant ça coûte cher aussi de développer des interfaces. Donc, comme hôpital, vous achetez du matériel de différentes compagnies. C'est difficile d'avoir un système uniforme, enfin, c'est difficile, il n'y en a pas, qui fait que l'ensemble est intégré et se parle. Mais vous avez besoin, comme soignant, vous utilisez l'ensemble, vous utilisez des laboratoires, vous utilisez différentes informations. Donc là, le logiciel, il faut être capable d'y arriver à ce moment-là. Le temps réel, c'est un autre problème qu'on ne se rend vraiment pas compte comme humain. Vous rentrez dans la pièce, puis il y a plein de choses qui sont dynamiques. Vous ne pouvez pas évaluer un patient avec un point unique dans le temps. Le même point, s'il est mieux ou pire qu'il y a 1 heure, ça paraît vraiment basique ce que je viens de dire, mais ça change votre jugement là-dedans, clairement. Et les machines c'est pas si évident. Trouvez-moi un guidelines où il y a l'évolution qui est dans le guidelines, là, qui dit s'il perd X points par heure de saturation dans mon cas, mais de tension, c'est rarement dynamique, les lignes de conduite. C'est rarement pris en compte cette évolution. Donc, il y a beaucoup de choses à refaire là-dedans. Même chose pour les critères diagnostiques. Et puis le dernier élément, c'est la responsabilité. Ils sont craintifs quand même, toutes ces belles compagnies qui développent beaucoup de choses. Il y en a peu qui mettent leur tête sur le bio, comme on dit, puis qui disent s'il y a un problème avec ma technologie, je vais être responsable. C'est plutôt signe plein de formulaires et puis s'il arrive quelque chose. Mais ça fait partie. Et vous, quand vous pratiquez, vous êtes responsable de ce que vous faites. Donc ça fait quand même beaucoup de freins. Je ne dis pas qu'ils sont insurmontables, je dis juste que c'est pas tout à fait pour demain. Mais si on veut remonter la pente, moi j'appelle ça le paradis des données chez nous parce qu'il y a des chiffres partout aux soins intensifs. On a tout plein de choses qui sont numériques, donc c'est idéal comme environnement pour développer. C'est aussi le paradis des geeks. Le seul problème, c'est si vous les jetez et que vous ne les conservez pas. Ça, c'est un effort maintenant qui date un petit peu. Ça doit faire 7-8 ans maintenant qu'on a créé une base de données qui collecte l'ensemble de ce que vous voyez. Les moniteurs, les pompes, les pousse-seringues, les machines de dialyse, les ventilateurs. On a l'ensemble de ces données qui convergent vers un endroit. Ça a été une énorme partie de mon travail de doctorat. Ça a été de construire cette base de données. Je n'étais pas tout seul, mais c'était vraiment une grande partie de mon activité et de mon temps. Puis, on a commencé modeste là, pour ceux qui sont un peu, je ne sais pas s'il y a des geeks dans la salle ou pas, mais si on a, ils vont reconnaître le premier ordinateur qui est un Raspberry Pi, coûte $35 US, il faut être honnête, mais qui permet de faire un début de programmation et qui suffisait pour nos projets. Okay, c'est rudimentaire, mais il suffisait pour commencer à collecter des données. Après, on a évolué chaque année, nettement plus que l'inflation en termes de prix et de compétences. Puis maintenant, on est rendu à un mini cloud personnel
encore en cours de développement avec des ressources qui sont nettement plus grandes, qui permettent non seulement de collecter, mais aussi d'analyser, de les traiter, ces données, de développer des tas de modèles cool et passionnants. Ça avance, pas fini. Pour ceux qui aiment les volumes aussi, c'était juste pour dire que c'est énorme la quantité de données qu'on a. Là, si vous avez comme base de référence Excel au-delà d'1 million de lignes, il n'est pas heureux du tout. Il s'arrête. Nous, c'est plus de 40 000 lignes à chaque minute qui sont enregistrées dans cette base de données. C'est l'ensemble des patients qui sont admis aux soins intensifs. Et puis même, on a eu la néonatologie aussi pendant un temps. Donc tout ça, c'est enregistré. On ne les traite pas forcément. On n'a pratiquement pas d'application en production pour ce que je vous ai montré, mais en termes de recherche, ça nous développe. C'est une base de données qui est gigantesque pour beaucoup de nos projets. Des fois, chercher dedans, c'est pas toujours simple. 2-3 projets en rafale que j'ai utilisés. Donc ça, c'était l'aboutissement où j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin pour convertir la saturation en PaO2. J'ai essayé différents modèles de réseaux de neurones qui intégraient cette évolutivité. Donc j'utilisais les 5-15 dernières minutes avant un gaz pour essayer de le prédire. Pas facile, mais mieux que ce qui existait avant. J'ai battu le standard, mais c'est pas de beaucoup, mais ça a avancé un petit peu les choses. J'ai fait... Ah, ça passe pas, c'est nettement moins impressionnant. Normalement, il y a les trajectoires en couleur qui sont par-dessus. On étudiait comment passe les patients en termes de gravité respiratoire. Et puis pour montrer qu'ils ne font pas forcément de sévère. Ça explose ou ça explose pas? Je sais pas. Ils ne font pas forcément de grave, modéré, allégé en s'améliorant. En fait, les trajectoires vont en haut ou en bas. Je regrette que l'image ne soit pas bien passée. Et pour prédire l'évolution et la charge d'une unité, c'était important. Le but de l'article permettait de dire 7 jours en avance, prédire si le patient a toujours besoin des soins intensifs ou non. J'ai sorti l'article quelques mois avant la pandémie de Covid en disant que c'était important de prédire la charge des unités pour l'influenza. Je me suis gouré de virus. Mais bon, c'était déjà ça. On essaie aussi de rendre concret les choses. Ça, c'est une ébauche, un prototype de système d'aide à la décision pour la santé respiratoire, pour l'hypoxémie. On met nos guidelines, on les illustre. Dans les systèmes d'aide, il y a quelque chose qui énerve beaucoup, c'est les notifications. C'est de recevoir un bzz chaque fois qu'il y a un problème. Donc on essaye d'éviter ça le plus possible. Ça, c'est un système qui se veut être colorimétrique. Donc il va vous entourer en rouge s'il y a un problème, mais vous n'allez pas recevoir 50 000 alertes parce que c'est très... il y a une atténuation, une tachyphylaxie qui se fait sur les alarmes et puis les soignants les regardent juste plus au bout d'un moment. Donc on travaille aussi là-dessus. Une autre illustration qui peut vous pointer un petit peu plus ce qu'il faut améliorer. On travaille sur les fuites de masques, on a des pénuries de masques de temps en temps, puis pour les comparer, ça fait partie des éléments pour essayer de les comparer assez rapidement, savoir lesquels on s'approvisionne. Même chose, si vous n'avez pas les données en continu sur les fuites, vous n'êtes pas capable de faire ce genre d'études-là. Donc il faut brancher les ventilateurs, il faut avoir des serveurs, il faut faire tout ça. Ça, c'est pour la prédiction des pneumonies acquises sous ventilateur. C'est difficile à faire. Il y a une page de critères pour les pneumonies acquises sous ventilateur. C'est pénible à faire. Donc, il y a 2 solutions. Ou vous simplifiez les critères, ou vous trouvez un moyen de les automatiser. On a trouvé un moyen de les automatiser. C'est plus simple. OptiBrain, c'est le projet d'un de mes collègues. Je participe, mais ce n'est pas porté par moi. Qui est même chose que le respiratoire, mais qui veut, quand vous êtes dans le cerveau, il y a plusieurs boîtes, il y a plusieurs catégories possibles où vous pouvez être en cas de trauma crânien dans ce modèle-là, mais la philosophie s'applique plus large. Et pour essayer de comment est-ce qu'on peut se retrouver dans certaines situations d'apparence contradictoire, surtout depuis qu'on a une surveillance qui est de plus en plus multimodale, qui dépasse la pression intracrânienne, qui va un peu plus loin. Des fois, on peut se retrouver dans des situations d'apparence contradictoire. Donc, ces genres de systèmes-là essayent de l'étudier, puis de faire quelques calculs aussi pour nous dans la santé cérébrale, on va dire, au sens large. Mais tout ça peut se faire à la main, c'est un peu exagéré, mais tout ça pourrait se faire indépendant, mais la valeur, c'est de l'intégrer dans quelque chose d'unique et centralisé pour l'avoir au chevet. C'est pas en production, j'aimerais que ça soit en production, mais c'est encore du développement et de la recherche. C'est dur de passer en production. Quelque chose d'encore plus cool, c'est qu'on installe des caméras stéréoscopiques, en fait multimodales, donc elles ont la profondeur, c'est des caméras de Kinect à la base, qui ont la profondeur et qui ont aussi la thermographie. Donc on est capable d'avoir plusieurs dimensions. Encore une fois, c'est des projets de recherche, ce n'est pas le standard aux soins intensifs, mais on est capable d'avoir plusieurs dimensions. Ça permet de faire différents projets, moi je trouve extrêmement innovateurs. Donc le calcul du volume courant juste sur une vidéo, où vous n'avez pas besoin de brancher le patient au ventilateur pour savoir combien il respire.
L'insuffisance respiratoire dite terminale ou qui se fatigue avec le balancement thoraco-abdominal, c'est un des signes assez tardifs ou pré-intubation chez l'enfant, surtout chez le petit. Quand vous suivez les mouvements, vous pouvez commencer à repérer ces choses-là. Puis après, il y a tout ce qui est confort, agitation, sédation, en termes des mouvements spontanés de l'enfant ou la face. C'est en pleine recherche. Je ne vous prétends pas que tout ça c'est réglé, là, mais ça fait partie des projets qu'on a dans le service, dans le regroupement. Avant de vous assommer, j'arrive au bout, de toute façon ça va être parfait. J'ai hésité à mettre cette section-là parce que je ne veux pas que vous croyiez que je vous donne des leçons. Vraiment pas. Vous prenez pas. Là, j'ai réuni les 2-3 questions qu'on me pose le plus fréquemment. Après, c'est juste comment dire, je l'évoque sans plus, pas prendre plus que ça. La plus fréquente que j'ai, c'est comment tu arrives à tout faire. Notamment, les gens font référence aux enfants, surtout à la famille ou le travail. La vraie réponse, c'est j'y arrive pas. Faut pas croire. Il y a la surface, il y a ce que vous voyez, il y a ce que je vous présente là maintenant ce soir. Mais je vous ai pas montré tout ce qui n'a pas marché, toutes les demandes de fonds qui ont échoué, tout le reste. Il y en a aussi. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la game, comme on dit. Les attentes, ça c'est tout un travail, surtout quand on est en phase de croissance dans notre formation. On est ambitieux, il faut l'être, c'est important. Mais c'est difficile de maintenir ce rythme-là quand on arrive après pour la suite. Il y a une notion de vitesse de croisière à avoir. J'ai pas dit on arrête puis on laisse flotter, c'est pas ce que j'ai dit, mais je pense qu'il y a quand même moyen de trouver un certain équilibre. Il y a une carrière entière à tenir en termes d'horaire, d'investissement, de motivation. Donc il y a un équilibre à trouver qui vous est propre, mais il faudra le voir. Prioriser, apprendre à dire non, j'ai pas de leçons à donner, c'est important, mais l'aide extérieure, j'ai eu de la chance d'en avoir. Mes parents étaient là pour les enfants, c'est pas tout le monde qui ont pu être là. La pandémie, il n'y avait plus personne, on a vu la différence. Mais si vous pouvez avoir des amis, c'est utile, surtout avec les enfants. La collaboration, c'est la même chose. Un de mes collègues, mentor de l'époque, François Proulx, qui disait, il parlait de soins intensifs, mais il parlait aussi de santé en général, que l'important, c'est la pression diastolique. C'est une image de physiologie. C'est vrai en physiologie que la pression diastolique est extrêmement importante, mais c'est vrai aussi pour votre propre santé. Là, il faut un repos là, pour que ça continue. Les enfants en résidence, donc j'ai eu un enfant R2, un enfant R4, un enfant R6 sur la toute fin. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Je ne sais pas, propre à vous. Nous, c'était basé sur le constat que ça ne sera pas mieux après. C'est aussi simple que ça. Si vous croyez que votre vie patron va être mieux, je pense que c'est une erreur. Je pense. Je crois que la seule différence entre la résidence et patron, c'est que vous avez un tout petit peu plus de contrôle sur votre horaire, un tout petit peu plus, où vous pouvez peut-être, mais ça dépend encore des spécialités. Mais sinon, non, ça ne sera pas mieux après. Quant au bon moment, je l'ai entendu souvent, homme ou femme, peu importe, ça ne change rien. Il n'y en a pas, à mon sens, ce sera forcément le mauvais moment. Ce sera forcément le moment où vous attendiez, je ne sais pas quelle promotion, quelle sélection, quelle résidence, quel projet que vous aviez. Donc, si vous en voulez, puis décidez en fonction de d'autres critères que ça. Pour la difficulté, parce que j'en ai 4, le nombre, des fois, perturbe un peu. Mais il y a une gestion de troupeau qui arrive quand on arrive à 4. Et donc, ce n'est pas forcément plus compliqué d'être à 4 que d'être à 1. Ma première avait tout un petit caractère quand elle est née. Maintenant, elle a 10 ans, elle a un gros caractère. Donc, heureusement, ils grandissent avec le temps. Et puis, ça aide à la gestion de troupeau. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il y en a plus que c'est 4 fois plus dur ou 3 fois ou 2 fois plus dur. Il y a des enfants qui demandent plus d'attention, plus de soins. Il y en a qui en demandent moins. Par chance, ils n'ont pas trop demandé, enfin ça dépend quand, mais ça le nombre est sans importance, c'est pas ça qui vraiment fait la différence. En passant, la formule a été testée entre 1 et 4, j'ai pas de prétention sur l'exploration du modèle, peut-être que ça remonte à 5, j'ai pas essayé, j'ai pas envie d'essayer, donc je vais vous le dire, non j'ai pas envie d'essayer. Ah, et puis la dernière, est-ce que l'IA va remplacer les médecins? D'habitude, je l'ai souvent. Non, définitivement non. C'est pas prêt du tout. Mais je pense quand même que le travail va être modifié. Ça dépend de votre spécialité, ça dépend de ce que vous faites dans votre travail. Plus vous êtes humain, plus vous êtes au contact, plus vous êtes lié aux relations humaines, moins vous êtes en danger à court terme, à mon sens. Si vous définissez l'entier de votre spécialité basé sur une tâche très répétitive et unique, vous êtes en danger un petit peu plus pour ça. Mais en danger, il faut le voir. C'est une question de... Si vous pouvez vous retourner, vous retournerez. Mais je déconseille quand je discute avec d'autres personnes pour des choix de carrière, puis encore,
tout jeunes, hein, mais il y a des gens qui veulent aller faire un fellowship dans une seule technique isolée, ils seront les seuls à faire en revenant. C'est super, mais le jour où cette technique est plus indispensable, pour une raison ou une autre, vous devenez nettement moins nécessaire. Donc, essayez d'euros au sec, comme on dit, d'essayer d'avoir un peu de polyvalence, ce serait peut-être un message. Je pense qu'on est au bout, normalement. Voilà. J'ai laissé mon courriel, si vous n'hésitez pas.